Le propos que je voudrais tenir concerne l'éducation au plaisir de pratiquer. Alors, vers quel EPS? Alors, je ne prétends pas dire vers quel EPS on va. Je ne sais pas vers quel EPS exactement on va. Mon propos, c'est de présenter une orientation qui, pour le groupe plaisir, est importante. Je vais essayer de vous le démontrer. Donc, d'essayer d'aller vers une éducation au plaisir de pratiquer, et on la met en place, on propose de la mettre en place par une pédagogie de la mobilisation. Alors pourquoi une telle visée? Eh bien d'abord, le plaisir, malheureusement, d'après beaucoup d'enquêtes, il diminue en EPS, il diminue dans les enquêtes d'opinion, il diminue déjà de la 6e à la terminale, il diminue au fur et à mesure des années. L'EPS n'est plus la matière qui arrive citée loin devant les autres. Maintenant, l'EPS n'arrive plus en premier quand on demande aux enfants, aux adolescents, la discipline qu'ils préfèrent. Ensuite, le sport, qui est le support de l'EPS, n'a plus le même pouvoir de mobilisation que par le passé. Je peux citer notamment sans doute les excès du sport, avec trop d'importance à la performance, au dopage, etc. Autre élément, le didactisme, pas la didactique, didactisme, c'est-à-dire l'excès à outrance de didactique. Le didactisme et le cognitivisme ont asséché les émotions et le sensible. Le plaisir est pourtant la première motivation invoquée par les jeunes pour faire du sport en dehors de l'école. Vous pouvez le trouver sur un sondage Ipsos assez récent. Et donc, eh bien, nous on propose qu'on aille vers une éducation au plaisir de pratiquer pour que les élèves croient toujours en l'école et développent, et je vais essayer de le montrer, un habitus santé. Alors arrêtons d'opposer effort et plaisir, pour commencer. Ça ne s'oppose pas. Plaisir n'est pas l'antonyme d'effort, ni de travail. Et donc, l'école aussi a joué un rôle sur l'éviction, on va dire, ou le report du plaisir en éducation physique et ailleurs. C'est-à-dire que l'école a pour mauvaise habitude de différer tout de suite le plaisir au nom d'un plaisir plus grand plus tard, mais inatteignable. Donc à force de différer le plaisir, eh bien, les élèves ne croient plus et n'attendent plus. Or, la société a changé, et c'est vrai que c'est une société du plaisir immédiat. Alors je ne dis pas qu'il faut que du plaisir immédiat, et si on ne fait que le différer, il y a un décalage entre l'école et la société. Ensuite, c'est dans l'expérience du plaisir que naît le sens de l'effort, avant le goût. On entend des adultes souvent dire ils n'ont plus le goût de l'effort. Avant ils l'avaient, maintenant ils n'ont plus le goût de l'effort. Mais avant le goût de l'effort, il y a le sens de l'effort. Et le sens de l'effort, il ne se décrète pas. On ne peut pas le décréter de l'extérieur. Donc le sens de l'effort, il naît dans les expériences de plaisir. Et ce sens de l'effort peut-être amène à un désir d'effort. Et le désir d'effort, c'est un effort consenti. Ce n'est pas un effort subi, le désir d'effort. Et le désir d'effort, qui amène à un plaisir futur, qui donc au départ était différé un petit peu, eh bien, il amène un goût de l'effort. Peut-être. Et dans tous les cas, ça fonctionne comme ça. Alors, programme EPS, c'est le plaisir. Alors, l'idée de plaisir éprouvée dans l'action est présente dans les textes et elle est bien présentée comme un déclencheur d'une pratique régulière. Et également d'un habitus santé. C'est clairement dit dans les textes. Donc déjà, il y a un plus par rapport au texte précédent. Avant, je crois que sur 85, j'avais une occurrence du mot plaisir. Là, il y en a un peu plus d'occurrences dans les textes du mot plaisir. Donc, le législateur a quand même cette idée-là. Mais dans les faits, après, rien ne permet cette mise en œuvre du plaisir. Et on peut voir qu'il y a des niveaux inaccessibles, parfois, qui créent de l'insatisfaction, du déplaisir, de la démobilisation. Bref, dans tous les cas, la dimension éducative de l'EPS
ne se réduit pas à l'apprentissage de compétences motrices, méthodologiques et sociales. Il y a d'autres dimensions, une dimension éthique, éducative, plus importante que ça. On peut dépasser ça. Alors le plaisir, eh bien oui, ça peut être une finalité éducative, et on n'a pas à en rougir. Le plaisir, avant, c'était un gros mot, quelque part, dans l'école, et même en éducation physique. Alors que c'est la raison pour laquelle on est rentré dans l'école, l'éducation physique et sportive, dans les années 60. Je rappelle qu'on disait que c'était l'éducation physique était cette gymnastique poussiéreuse et ennuyeuse. On y a introduit le sport pour introduire cette idée de plaisir. Et le plaisir, il ne faudrait pas qu'il disparaisse maintenant. Donc c'est une finalité éducative, et on sait que les pratiques à visée hédoniste sont plus propices à la santé que les pratiques à visée hygiéniste. Claire Perrin a très bien montré que le pratiquant qui pratique pour son plaisir, il pratique régulièrement, et donc il va vers la santé, alors que celui qui pratique par devoir de santé, donc il est plus dans un profil hygiéniste, eh bien, lui ne pratique de manière très très irrégulière. Il pratique parce qu'il faut pratiquer, mais jamais il invoque le plaisir. Donc c'est pour ça qu'il pratique plus rapidement au bout d'un moment. Et le plaisir favorise également, bien sûr, toute la dimension humaine, l'épanouissement durable de l'homme, son bonheur d'être, et également l'estime de soi et la puissance de soi. La puissance de soi, la puissance d'exister. C'est pas la domination, c'est la puissance d'exister, c'est-à-dire de se connaître et de se sentir bien dans sa peau et reconnu. On pourrait développer bien sûr chacun de ces points. Donc le plaisir de pratiquer, pour moi, est indissociable d'une éducation physique et sportive. Sinon on oublie l'essentiel. Et donc il faudrait faire en sorte que les élèves vivent des expériences de plaisir, en EPS bien sûr, et projettent d'en renouveler d'autres dans le futur. Mais on ne peut pas leur demander déjà de projeter du plaisir si on ne leur en donne pas un petit peu. Donc, le plaisir n'est pas le but de l'EPS, bien évidemment. Mais il est cependant le moyen d'en atteindre les finalités qui sont inaccessibles sans son entremise. Alors, savoir gérer sa vie physique et sociale. Bon, très bien. Mais déjà dans cette phrase-là, on entend qu'ils auront une vie physique et sociale. Mais c'est pas sûr du tout. Il faut remettre en cause ce postulat. Ça ne va pas de soi. Et il en aura une vie physique et sociale que si il éprouve du plaisir d'agir et de pratiquer les APSA. En EPS, si les élèves n'ont pas de plaisir, si l'apprentissage est contraint, eh bien, la finalité consistant à faire émerger le goût de pratiquer régulièrement dans l'école, après l'école, eh bien, restera un vœu pieux. Dans tous les cas, nous, on a cette conviction forte dans le groupe. Plus on aura pris de plaisir en EPS, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, attention, et plus on aura de chances de continuer de pratiquer. On va le voir, le plaisir il évolue, et donc, éduquer au plaisir de pratiquer, pour nous, devrait être une finalité pour l'EPS, et elle n'apparaît pas suffisamment dans les finalités déclarées des programmes. Vous savez, former un citoyen cultivé, lucide, autonome, socialement et physiquement éduqué, si je ne me trompe pas. Bien, nous, on pense qu'il faut aussi mettre quelque chose qui est lié à son épanouissement. Parce que c'est important, ça va conditionner le reste aussi. Donc former un citoyen épanoui, pratiquant régulièrement les activités. Ça n'apparaît pas dans la finalité. C'est dommage. C'est implicite, bien sûr, mais c'est pas suffisamment clair. Donc, cette éducation au plaisir de pratiquer régulièrement devrait, selon nous, apparaître plus clairement. Alors, l'éducation au plaisir de pratiquer, qu'est-ce que c'est? C'est, en quelque sorte, l'ensemble des processus et procédés qui permettent à tout individu d'augmenter sa puissance d'agir et d'exister. Puissance d'agir me donne de nouveaux pouvoirs moteurs dans les activités physiques et sportives. Puissance d'exister,
me renvoie une image de soi plus valorisante et fait que j'ai confiance en ce que je fais. En EPS, eh bien, cette éducation au plaisir de pratiquer permet, selon nous, d'accéder à une culture corporelle. Alors, je suis obligé de vous expliquer un petit peu rapidement cette dynamique plaisir des plaisirs dans les pratiques ludomotrices. C'est sans doute vrai dans les autres pratiques, mais ce n'est pas notre champ, on ne peut pas en parler. Alors, on repère clairement trois phases. Donc, je vous dis un petit mot sur le groupe plaisir qui existe depuis 2002, et donc qui se réunit régulièrement par des séminaires chaque année, et du travail en groupe dans l'année, chacun de son côté, mais avec des suivis par Internet notamment. On repère trois phases en boucle. La première phase, c'est le processus de plaisir, ou de déplaisir, parce qu'on n'est jamais sûr. Dans ce processus, il y a des déterminants et des conditions. Les déterminants, c'est ce qui est de l'ordre de l'intime, de l'imprévisible, je ne peux pas y toucher, je n'ai pas accès. D'accord? Mais il y a également des conditions, c'est-à-dire des éléments sur lesquels je peux jouer pour qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas de plaisir. Nous savons tous en tant que prof de PS, qu'en agençant d'une certaine manière ou d'une autre, un contenu, une situation, etc., on peut favoriser le rejet ou au contraire l'adhésion. Il y a donc bien des conditions qui permettent que le processus s'enclenche. Après, c'est pas sûr que ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est pas une science exacte. Une fois que ce processus est un peu enclenché, eh bien, il y a le produit qui arrive ou qui n'arrive pas. Enfin, le produit, ça peut être du déplaisir, avec toutes les échelles de déplaisir, mais du plaisir et également avec toute l'échelle de plaisir. Donc, le produit, c'est le plaisir. Et, très important, cette phase 3, c'est la mémoire, ce que je vais conserver en mémoire. Pas en mémoire cognitive, en mémoire autobiographique et en mémoire somatique, je dirais. Ce que mon corps va retenir. Et selon cette phase 3, eh bien, j'induis, je déclenche des tendances à l'effort ou au contraire à l'apathie. Mais c'est indépendant de ma conscientisation, hein. C'est d'emblée, et d'ailleurs Damasio a bien montré qu'il y avait des marqueurs somatiques qui font que j'évalue une situation sans le recours à la conscience, immédiatement. Voilà, donc de là, pour nous, naît l'effort ou au contraire l'apathie. Alors, rapidement, la modélisation de cette dynamique. La phase 1, je ne vais pas les développer, mais c'est l'ensemble d'éléments sur lesquels on peut jouer, l'environnement spatial, matériel, humain, etc. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans. La phase 2, c'est le plaisir qu'on peut mesurer sur une échelle qui va du déplaisir, on peut dire à une échelle -5 jusqu'à un plaisir à une échelle +5, avec éventuellement de la différence aussi. Chacun ayant son histoire, forcément chacun ne prend pas exactement de la même manière le contexte ou le milieu pédagogique, comme j'ai dit en dessous, qui lui est proposé. Cette phase 3 est extrêmement importante, puisqu'il restera de cela et de ce que j'ai vécu avant, il restera des traces affectives, des traces cognitives, j'allais dire des traces somatiques de mon expérience, des expériences que j'ai vécues et qui vont soit augmenter ma confiance en moi et mon estime de soi, soit au contraire la diminuer. Et donc de là se tirent des tendances, c'est pas intentionnel, mais des tendances à l'action ou à l'inaction. Et donc, je peux enclencher une phase 1' par la suite, qui, selon la manière dont j'ai vécu les expériences de plaisir, et également leur occurrence, parce que si j'en ai eu beaucoup, forcément, ça va alimenter d'autant cette phase-là. Soit je peux me retrouver, alors je prends des extrêmes, bien évidemment, vers l'impuissance apprise, la résignation apprise, qui est décrite par beaucoup de chercheurs. C'est-à-dire que j'ai appris à être impuissant, de toute façon je suis pas bon, je suis nul, j'y arrive pas,
Et voilà. Et j'ai construit, ça se construit ça. Qui le construit? Qui le construit? Ou bien, j'ai naturellement une puissance d'agir et d'exister qui fait que je me sens partout à l'aise. Et j'ai envie, tout de suite j'ai envie. On en voit bien des élèves qui sont là-dedans et d'autres sont à l'inverse. Et avec tout, bien sûr, il n'y a pas deux cas, hein, avec tous les degrés possibles de l'impuissance apprise vers la puissance d'agir et d'exister. Bien. Conséquence, la compréhension du processus plaisir-déplaisir explique les tendances à l'action, hein, c'est-à-dire l'effort, ou à l'inaction, l'apathie, d'un sujet qui est confronté à une forme de la pratique des APSA. On doit s'interroger, on ne peut pas ne pas le faire, on doit s'interroger sur la part de responsabilité du contexte qu'on a créé et qui amène soit une non-mobilisation des élèves, soit une démobilisation. On doit s'interroger, plutôt que de renvoyer la faute à l'élève. On doit s'interroger sur le contexte qui fait qu'on est mobilisé ou on ne l'est pas. On ne peut pas faire l'économie de ça. Et ceci devrait nous amener à réfléchir sur les principes d'écriture des programmes. Alors, programme, niveau exigible et éducation au plaisir de pratiquer. Effectivement, après, si on veut que ce ne soit pas un vœu pieux, il faut que ce que je propose soit en accord avec ce que j'ai envisagé. Parce que sinon, il y a deux aspects après. Il y a d'un côté les vertus de l'EPS, et après, ce qu'il y a à apprendre. Et on a oublié les finalités entre-temps. Donc, il faudrait atténuer les conflits de sens qui sont source de démobilisation. C'est-à-dire qu'on veut faire apprendre quelque chose et l'élève est dans une autre tendance. Et on ne transforme pas les tendances par injonction externe. L'individu qui agit n'est pas un ordinateur neuronal qui réagit aux injonctions externes, même acceptées, pour produire des réponses motrices. C'est pas ça. Et on doit s'interroger également, parce que de nombreux collégiens et lycéens, et j'ai pas honte de le dire, je suis enseignant encore, n'atteignent pas la compétence de niveau 2, de niveau 4. Elles sont difficilement accessibles si on est honnête. Pas dans toutes les APSA peut-être, mais il faut le regarder ça. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Normalement, le niveau 4, c'est 10 au bac. Combien d'élèves réellement atteignent le niveau 4? Et pourtant, combien d'élèves ont 10 ou n'ont pas 10 en EPS? Voilà, la machine après, elle se met en marche, et ensuite on n'ose plus. Et donc on s'arrange. On s'arrange avec les compétences des élèves. Bon, on s'arrange un peu. C'est extrêmement difficile de mettre un 6 à un élève qui n'a pas obtenu la compétence. Bien. Peut-il l'obtenir dans le peu de temps? Donc, respecter, selon nous, davantage les paliers adaptatifs et les possibilités adaptatives des élèves. Rendez-vous compte, niveau 4, normalement, chaque niveau, c'est 10 heures de pratique. Minimum, effectif, 10 heures de pratique. Donc, 40 heures de pratique. 40 heures de pratique, dans un club, si on fait, on va dire, je vais dire que 2 heures par semaine. Hein. En un mois, on fait 10 heures. Bon. Ah, c'est 4 mois. En 4 mois, niveau 4. Lisez les niveaux 4. Regardez si c'est vraiment possible qu'on puisse atteindre un élève qui n'en fait pas du tout en dehors. Est-ce qu'on peut atteindre vraiment le niveau 4? Je m'interroge. Et ce qui me fait m'interroger, c'est la production des élèves. Quand je la regarde avec ces lunettes-là. Bien. Donc respecter, je pense, davantage les paliers adaptatifs. Et du coup, il y aura forcément plus de plaisir, hein, plus d'expérience de plaisir. Peut-être qu'on pourra en projeter davantage également. On peut orienter donc le libellé des compétences attendues vers le dépassement de difficultés tenaces qu'on connaît, de résistance affective, fonctionnelle des élèves. Il y a des difficultés tenaces. Elles ne se lèvent pas d'un coup de baguette magique. Il faut du temps. C'est pas parce qu'il y a des compétences à acquérir que les élèves lèvent ces difficultés, ces résistances.
Exemple, la prise en compte du non-nageur. C'est une évidence pédagogique pour tous en natation. Mais moi j'ai envie de dire, quelle est l'équivalence du non-nageur en lutte, en basket, en danse, on va prendre d'autres exemples. C'est quoi l'équivalence du non-nageur? Il existe aussi. Mieux préciser les principes d'aménagement des contextes de mise en œuvre, ça nous semblerait très important. Comme au DNB, le DNB pour nous va dans le bon sens, parce que si vous avez été attentif dans le libellé de principe d'élaboration, je crois que il me semble que c'est marqué comme ça, principe d'élaboration d'épreuve, il est noté que l'enseignant peut aménager son milieu pour faire réussir les élèves. Tiens. Donc ça veut dire que les compétences, on peut un peu moduler. Si vous regardez, il y a marqué entre parenthèses tous les aménagements qu'on peut faire dans les activités collectives, dans les activités d'affrontement individuel. Il est marqué jouer sur les dimensions du terrain, de la table, les règles, les scores parlants, etc. Donc il y a une possibilité de le faire. Si les programmes allaient dans ce sens, dans le libellé, ça nous paraîtrait une excellente chose. Et donc, si c'était aussi le cas pour le bac. Alors, exemple en lutte, par exemple. J'aime bien donner cet exemple. Dans la compétence, le libellé est marqué « s'engager loyalement et en toute sécurité dans un combat ». Hein, ça continue. Et là, je voudrais vous dire quelque chose là-dessus. Le niveau 1 devrait faire référence explicitement à l'acceptation du duel corporel. Or là, c'est pas exactement le cas. On pense que c'est quelque chose qui va aller de soi et on se centre sur le reste de la compétence attendue. Et le reste de la compétence attendue, c'est en rechercher le gain par l'utilisation de contrôle et formes de corps. Mais est-ce que la recherche de gain et la recherche du gain par l'utilisation de contrôle et de formes de corps, est-ce que ça permet d'accepter le duel corporel? Est-ce que ça suffit d'accepter le duel? Bien sûr que non. Sauf que le libellé de ce programme, si on n'a pas extrêmement bien réfléchi peut-être à l'enseignement des sports de combat, eh bien c'est ça, je focalise là-dessus. Tiens, c'est quoi les contrôles qu'il faudrait apprendre? C'est quoi les formes de corps? Ah oui, donc je vais leur apprendre cette forme de corps, cette forme de contrôle. Mais ils ne sont pas dans le duel encore, ça ne fait rien. C'est ça qu'il y a à apprendre. Comment donc, autrement dit, passer, comme je l'ai mis, d'une opposition forcenée ou fuyante à une opposition mesurée et contrôlée dans différents contextes aménagés, là encore. Hein, parce que le contexte que l'on va proposer, il a une influence sur cette acceptation du contact et du duel corporel, bien évidemment. Hein, si vous faites des luttes d'objets, des jeux de territoire ou un combat tout de suite très engagé, il n'y aura pas la même acceptation du duel corporel. Donc, on peut perdre de vue, à mon sens, l'essentiel, hein, si on ne se pose pas ces questions. Donc, programme et contenu, il faudrait qu'il y ait des contenus mobilisateurs. Il ne s'agit pas de dire, arrêtons, il n'y a plus de contenu, on n'enseigne plus rien, il faut que du plaisir. C'est une stupidité. J'avais le groupe Plaisir de Lissa. Mais, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas parce qu'on repère un élève à un niveau donné que se justifie le fait de le faire passer au niveau supérieur. Or, c'est systématiquement ce qu'on fait en EPF. J'observe, évaluation diagnostique, j'observe quel niveau ont mes élèves. Ah, ils ont ce niveau-là, je vise celui-là, tout de suite. Peut-être pas tout le monde, je caricature. Mais en gros, on est sur cette tendance-là. Alors qu'il y a des apprentissages de type qualitatif et des apprentissages de type quantitatif également. C'est-à-dire mieux réussir et plus souvent ce que déjà j'arrive à un petit peu faire. Et ça, c'est pas le cas souvent, c'est pas la majorité. Et ensuite, quand bien même on aurait décidé qu'il faut le faire changer de niveau, parce que c'est possible aussi, c'est pas parce qu'on décide de le faire changer de niveau, on change de niveau. C'est un autre problème. Donc, il faudrait des contenus d'enseignement qui permettent une mobilisation optimale des élèves. Et cette mobilisation optimale, il faut l'envisager avec deux dimensions du progrès.
un progrès qui est stabilisation de ce qu'on sait déjà faire un petit peu, et un progrès émergence. Parce que c'est l'accumulation d'expérience dans un niveau qui, à un moment donné, créera les conditions de l'émergence. Nous, on est assez, d'un point de vue théorique, on partage beaucoup le principe d'énaction de Varela, on est beaucoup sur cette conception de l'émergence des connaissances. Elle ne se décrète pas de l'extérieur, mais à un moment donné, il y a des conditions qui font que, hop, ça émerge. Mais l'émergence, elle met du temps. Et si on change la stabilisation, l'émergence n'apparaît pas. Et peut-être que déjà il y a des élèves qui sont déjà au point de l'émergence. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait faire comme ça. Alors, un programme qui sollicite la mobilisation des élèves, est-ce que c'est possible? Parce que la mobilisation égale plaisir. Quand on est mobilisé, et non pas motivé, donc moi je fais la différence entre motivation et mobilisation, enfin moi, dans le groupe on fait la différence. Motivation, ça agit de l'extérieur, hein. Mobilisation, ça agit sur l'intérieur. C'est un peu l'équivalent de motivation intrinsèque, mais pas seulement, un peu plus large. La motivation renvoie au motif, la mobilisation renvoie au mobile de l'action. C'est-à-dire ce qui me pousse vraiment dans le fond à agir et que je ne connais pas moi-même. Hein, c'est le mobile du crime. D'accord? La mobilisation est plaisir. La mobilisation est progrès. Parce que si on n'est pas mobilisé dans l'action, il n'y aura pas de progrès. Donc forcément, la mobilisation amène du progrès. On en retire toujours quelque chose. Ça sollicite l'activité adaptative de l'élève. Mobilisation égale effort consenti et non pas effort subi. Quand je suis dans la mobilisation, que je vise quelque chose d'autre, les élèves peuvent répéter des milliers de fois, certaines fois, des milliers de fois, parce qu'ils veulent absolument y arriver, ils sont dans l'effort consenti. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent un plaisir d'autant plus grand. Le plaisir, c'est quelque chose d'éphémère. Donc il faut l'entretenir. Mais le plaisir de l'expert d'une activité physique et sportive n'est plus le même que le plaisir du débutant qu'il a pourtant été. Et son plaisir a évolué en même temps qu'a évolué ses compétences dans l'activité. Et enfin, la mobilisation est émergence, parce que c'est en se mobilisant qu'à un moment donné, on va remettre en cause les connaissances qui me font fonctionner pour en faire émerger de nouvelles. Un exemple en badminton, à un moment donné, en badminton, l'élève, il est centré sur renvoyer le volant de l'autre côté, une fois de plus que l'autre. Déjà, c'est un progrès par rapport à celui qui se contente de renvoyer, pas une fois de plus que l'autre. Mais bon, prenons celui-ci, il renvoie une fois de plus que l'autre, il est dans le duel, il attend que l'autre fasse faute. Le fait d'être mobilisé là-dedans continuellement, souvent dans des contextes variés et riches, à un moment donné, eh bien, il va arrêter de jouer sur l'autre, il va jouer dans l'espace qui se présente. Mais ça n'arrive pas par décret. Alors, bien évidemment, les programmes ne peuvent pas tout, et on est bien d'accord. Et donc, l'action pédagogique va être essentielle pour faire adhérer à cette idée de plaisir, d'éduquer au plaisir de pratiquer. Et donc dans le groupe, nous proposons une pédagogie de la mobilisation qui tient en deux principes éducatifs, 8 pistes. Je ne vais pas, bien sûr, ici les développer, ce serait beaucoup trop long, juste vous les donner. Voilà, deux principes éducatifs qui pour nous sont indissociables et extrêmement importants. Le premier, eh bien, c'est de susciter rapidement du plaisir d'agir dans une activité et de ne pas le différer, ne pas commencer par le différer, le susciter rapidement du plaisir d'agir. Tous les moyens sont bons pour susciter du plaisir d'agir dans l'activité, d'entrée. Mais également, ça ne peut pas être présent dans l'esprit de l'enseignant. Faire entrevoir un espoir de plaisir plus élaboré, plus construit, plus
complexe, pas nécessairement plus intense. Je ne suis pas sur la quantité de plaisir. Tu vas avoir encore plus de plaisir. Non, ça va être un autre plaisir. Le plaisir va se déplacer. Ses préoccupations vont changer en même temps qu'il évolue. Et du coup, son plaisir va changer. Et il sera prêt à consentir tous les efforts lorsqu'il sera dans cet espoir de plaisir. Et donc, on propose 8 pistes pédagogiques. Je ne les développe pas, c'est dommage. On les développe dans un ouvrage que vous avez vu peut-être qui vient de sortir. Et on les développe, elles sont toutes un référent théorique, plusieurs référents théoriques. Il y a des règles de mise en œuvre pratique. Et dans l'ouvrage Le plaisir et processus éducatif en EPS, eh bien, il y a 300 pages d'exemples. Donc la première, c'est tisser des relations humaines bienveillantes et émancipatrices. C'est presque celle-là qui organise toutes les autres. S'il n'y a déjà pas ça, ça va être difficile d'amener le reste. Favoriser une réussite quasi immédiate pour entretenir en permanence de nouveaux espoirs de réussite. Ajuster l'enjeu du jeu au niveau des élèves. Donc triturer les activités, les formes de pratique pour l'ajuster aux possibilités adaptatives des élèves. Aborder l'activité en tenant compte et en prenant en compte les préoccupations des élèves, c'est-à-dire le sens qui les mobilise au départ. Ne pas le rejeter. J'attends la faute de l'adversaire. Si je commence par lui dire bon, arrête avec ça, maintenant tu joues dans l'espace. Je ne respecte pas la préoccupation. C'est en respectant une forme de préoccupation à un moment donné qu'on va permettre, peut-être, l'évolution d'une autre, ou l'apparition, l'émergence d'une autre préoccupation dans le jeu. Valoriser aussi bien l'autodétermination que l'interdépendance positive. Faire des expériences, faire vivre des expériences marquantes qui vont justement ancrer cet espoir de plaisir. On propose des situations gagnantes, des épreuves, des choses comme ça. Proposer des contenus en phase avec le niveau d'adaptation de l'élève. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, permettre à l'élève de repérer et de capitaliser ses progrès. Bon, rien de bien nouveau, je dirais, mais c'est en respectant au quotidien ces 8 pistes, en essayant de les faire marcher, et ça a 2 idées. Qu'est-ce que je fais, moi, actuellement, dans toutes les APS que j'enseigne? J'arrive pas à mettre en œuvre les 8 pistes. C'est quand même compliqué. Certaines activités plus que d'autres, mais ça me donne, lorsque je suis en difficulté avec une classe, je cherche derrière une de ces pistes ce que je pourrais éventuellement amener pour mobiliser les élèves. Ça me donne un cadre de recherche. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage que vous avez pu voir. Et donc, vous l'avez compris, pour nous, dans le groupe, éduquer au plaisir de pratiquer, eh bien ça participe de l'éducation à la santé. L'EPS, pour nous, peut montrer la voie d'une école plus attentive aux émotions des élèves, à leurs ressentis, à leurs possibilités adaptatives, à leur plaisir, pour que de ce plaisir de faire, eh bien, on acquiert progressivement un plaisir d'apprendre. Mais là encore, ça ne se décrète pas. Il y a l'ouvrage de Mérieux récent, et sur le plaisir d'apprendre, il y a beaucoup d'ouvrages, d'articles actuellement hors domaine de l'éducation physique qui mettent en avant ce concept de plaisir, cette notion de plaisir. Et il nous semble qu'il est le vecteur d'une pratique durable. Je terminerai par cette maxime qui était gravée sur, c'est pas celle-ci qui était gravée, mais en mémoire de l'inscription qui était gravée dans les frontons de l'Académie d'Athènes, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, mais que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. Donc, un parallèle, que nul n'entre ici s'il ne cherche le plaisir. Mais que nul n'entre ici s'il ne cherche que le plaisir. Parce que ce n'est pas notre propos. Voilà, je vous remercie.